Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle session de Build dans laquelle nous allons vous parler sécurité et conformité. Un premier petit message pour vous rappeler que cette session est enregistrée et que vous êtes bien d'accord avec les CGU, que tout le monde lit, on connaît ça en sécurité. Et avant de commencer la présentation, on va se présenter. Donc bonjour, moi je suis Jean-François Berenguer, je suis directeur des opérations chez Progelis et j'interviens aussi en conseil auprès de nos clients pour tout ce qui est transition vers le cloud et questions autour de la cybersécurité. Donc je suis aussi MVP sur Azure depuis un certain nombre d'années, ce qu'on appelle Certified Trainer, voilà, et j'anime aussi un meet-up à Aix-en-Provence qui s'appelle Azure DevOps Aix-en-Provence. Moi, je suis Thomas Hardy, je suis chez Microsoft et je suis Product Manager pour la sécurité en France. Donc, tout ce qui va être problématique de threat, de cybersécu, voilà, c'est mon domaine et je suis sur Paris. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, tout à fait. Donc, bon, l'idée, c'est une table ronde, donc n'hésitez pas à participer. Donc, les personnes qui sont venues nous rejoindre ici dans la salle, mais aussi par Teams. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aura accès, qui a accès aux questions, mais s'il y a des questions, voilà, de nous les retransmettre. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, l'idée, effectivement, de cette table ronde-là, c'est de parler de sécurité et conformité, de voir comment on peut essayer d'élaborer des stratégies et appliquer les tactiques qui vont avec. Donc, on parle du système d'information, on va parler évidemment du dev, puisque quand même on est à build, mais on va parler aussi sécurité du point de vue Ops, parce que c'est forcément c'est aussi lié. Et puis voir après derrière, parce que c'est quand même la question qu'on va se poser, c'est avec les solutions Microsoft, de quelle manière on va être capable de répondre à toutes les questions que l'on se pose. Donc la première thématique qu'on voulait lancer sur cette table ronde, donc, c'était les notions de sécurité et conformité. Donc c'est vrai que là, on a mis le premier thème, donc deux salles, deux ambiances. C'est parce qu'il y a quand même deux sujets qui peuvent se regrouper. Déjà, pourquoi on parle de sécurité et de conformité? Alors après, en termes de solutions, en termes de technologie, de stratégie dont on en parlait juste avant, on va voir que ces deux sujets-là sont très très proches, puisque l'idée quand même, c'est quand on va parler conformité, c'est d'abord, c'est quoi la conformité? On est toujours conforme par rapport à quelque chose. Donc on va être conforme soit par rapport à une politique de sécurité que l'on a élaborée. Et là, Thomas, tu vas en parler juste après sur la notion de stratégie. On va parler aussi de conformité avec la conformité réglementaire. Suivant les organisations dans lesquelles on se trouve, on va devoir être conforme avec une norme ISO, avec le NIST ou alors avec des normes qui sont industrielles. Par exemple, dans la pharmacie, on entend parler pas mal aussi de conformité. Et puis, on va être conforme donc par rapport soit à ces stratégies de sécurité, mais aussi d'un point de vue là, purement développeur, ben, ça va être conforme avec les normes et standards de développement dans l'entreprise. Voilà. Donc là, déjà, on a échangé un petit peu avec les personnes qui sont dans la salle là. Côté développeur, moi j'avais une première question à vous poser, hein, si vous acceptez d'y répondre. C'est voilà, est-ce que du coup, déjà, cette première question, est-ce que vous avez, vous, des normes et standards de développement, donc de conformité à appliquer dans votre métier? Alors, il y a le micro qui devrait arriver. Hop, voilà, c'est bon, tout se fait en direct. Personnellement, comment vous dire, les standards, en fait, ils sont. Moi, je travaille pour la Société Générale, et du coup, il y a des standards qui sont ciblés pour toute la plateforme. Donc, nous, on travaille sur le cloud privé, et du coup, les standards, ils viennent pas de chez moi. Donc, il y a une équipe dédiée qui met les standards en place pour avoir de la conformité au niveau du code. Donc, des process DevSecOps qui permettraient aux développeurs de, par défaut, ne jamais pousser un bout de code qui ne serait pas apte à la sécurité. Donc ça, c'est une partie. Il y a aussi tout ce qui est gestion de dépendance. Donc en fait, tous les packages, etc., ils vont passer par une équipe qui sera, tous ceux qui sont en tout cas publics, ils passeront par une équipe, et cette équipe-là sera responsable de pas sécuriser, mais de vérifier qu'il n'y a pas de faille dans ces dépendances qu'on utilise dans notre projet. D'accord. Et donc voilà, c'est plutôt sur ça qu'ils mettent l'accent.
D'accord. Je ne pourrais pas vous dire plus. Mais tu es déjà du coup super mature parce que tu nous as dit des mots-clés, DevSecOps. Mais après, donc, tu disais, tu travailles pour une banque. Normalement, il y a pas mal de conformités. Tu as le PCI DSS, tu as Sarbanes-Oxley. Et donc, c'est vrai que tout ça, c'est des référentiels dans lesquels tu as un certain nombre de règles de conformité à respecter. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup sur le SI, mais aussi dans le code et dans le développement. Si tu fais des failles dans les développements, sur le réseau Swift, s'il y a un petit problème, ça s'accumule très vite. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ça tout sent ça. du vécu quand même, non? Pas du tout. Ah bon, ça va alors. Ok, donc merci pour la réponse. Et effectivement, donc du coup, voilà, dans les deux thématiques qu'on a parlé, conformité réglementaire. Donc on a cité un certain nombre de normes et de standards que l'on doit respecter. Et puis donc cette notion effectivement donc de salle de ambiance, c'était donc le fait de parler sécurité et conformité, parce on va parler aussi des solutions de sécurité, mais on a aussi, et bon, moi je suis pas du tout dev, hein, donc c'est pour ça que j'aime bien échanger justement avec. Donc effectivement, je suis plutôt Ops et du coup SecOps, et c'est là aussi que des fois on a des visions un petit peu différentes de ces sujets-là et de la manière d'appréhender les sujets. Alors juste pareil pour petit sondage pour voir les gens qui sont dans la salle et les personnes qui viennent de nous rejoindre, savoir si vous effectivement vous êtes Dev, Sec, Ops. D'accord, ok, super. Est-ce que vous souhaitez apporter un petit témoignage sur cette partie sécurité et conformité et la relation que vous pouvez avoir avec les équipes de développement sur ces sujets-là? Il y a quelqu'un qui veut... Bonjour à tous. Bonjour. Concernant la sécurité et conformité, disons en fonction des clients, aujourd'hui, déjà, c'est des points ultra importants avec la migration vers le cloud. Et puis, bien sûr, bien sûr. Et globalement, les clients, ils savent pas ce qu'ils veulent et ils savent pas quelles sont les actions vraiment qu'il faut prendre en considération. Après, nous, avec notre expertise, on les accompagne un peu derrière, par exemple avec Microsoft Defender for Cloud, etc. Très beau produit. Comment? Très beau produit. Oui. Ça s'appelle un placement de produit. C'est ça. Après, je sais pas si. Ouais. Non, voilà, voilà. La question, elle est allée un petit peu plus loin justement par rapport à la thématique. C'est est-ce que vous avez eu à traiter ces sujets-là avec soit vos clients, mais justement dans l'optique développement, mise en place de nouvelles applications et l'intégration de ces notions de sécurité et de conformité dans les nouvelles applications qui sont déployées, ou est-ce que vous êtes juste discuté uniquement avec les gens de... Après, aujourd'hui, je pense on fait... Squadra. Donc Squadra, c'est une nouvelle entreprise. On a à peu près 6 mois. À peu près, on est spécialiste Cloud Azure, surtout sur la partie run. D'accord. Et aujourd'hui, voilà, c'est tout neuf. On a des clients qui sont à venir, donc ces choses-là, on ne les a pas encore totalement implémentées. Bon. Mais c'est des points ultra importants qui seront à venir de toute manière. On va passer par là, ça c'est sûr. Ok, merci. Donc voilà. Oui, bien sûr. Si je peux compléter, aujourd'hui on se rend compte que la sécurité c'est important. C'est souvent le dernier maillon qui arrive en fait. C'est toujours. C'est là où on voulait en venir. C'est ça, c'est toujours le dernier truc de on va penser sécurité maintenant que c'est en prod et comment ça marche. Donc c'est effectivement nous dans notre quotidien en fait on nous dit toujours et la sécurité on fait quoi? Et en fait, c'est là où on se creuse la tête, on va dire, en dernier, alors qu'il fallait le faire en premier. Quoi. Ce que disait la personne juste avant, c'est que ça dépend des domaines. Effectivement, dans la banque, là vous êtes vraiment en optique DevSecOps, donc ce qui fait que la sécurité est dès le départ, bon, ce qui est l'idéal, hein, mais effectivement, on sait que c'est pas la maturité de tout le monde. Et effectivement, donc on parlait à chaque fois conformité et sécurité. Donc conformité, on va récupérer des exigences de l'extérieur. Là où sécurité, ça va être à nous d'apporter de nouvelles exigences pour sécuriser son produit. Et la question, c'est comment construire une stratégie de sécurité efficace. En gros, je ne vais pas inventer de nouvelles exigences pour me faire plaisir ou juste parce que je suis un gourou de la sécurité, j'en mets plein. Non, il y a plusieurs étapes et plusieurs questions à se poser. C'est d'abord, est-ce que je connais mon SI? Est-ce que je sais où est ma chaîne de prod? Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est on-prem? Est-ce qu'elle est sur un service IaaS, sur du PaaS, sur du SaaS?
Et même là encore, si j'ai externalisé une partie de ma chaîne de prod, est-ce que je sais comment les mises à jour de mes composants sont faites? Est-ce que ma chaîne de prod est directement connectée à Internet ou pas? Est-ce que ensuite je connais mon code? En gros, quand j'importe des librairies, est-ce que je connais toutes les dépendances derrière? Est-ce qu'il n'y a pas une vieille librairie cachée tout au fond qui est complètement obsolète? Une autre qui a été financée par la NSA ou une autre entreprise? Voilà, c'est tout ça. Est-ce que vraiment je le maîtrise? Donc c'est super important d'avoir une carto claire à la fois de son SI, mais de son code, ce qui va nous permettre en fait après de nous poser les bonnes questions. Les bonnes questions étant, quels sont mes risques par rapport à ça? C'est est-ce que ma chaîne de prod est propre? Est-ce qu'elle peut être contaminée? Est-ce qu'elle peut être attaquée, jointe depuis l'extérieur? Et je ne sais plus où je voulais en aller. Oui, et quelles sont les menaces? Quels sont mes événements redoutés? En gros, c'est est-ce que je fais une petite application pour moi qui soit à l'intérieur de mon entreprise, une appli privée, ou est-ce que c'est quelque chose que je vais diffuser plus largement à l'ensemble de mes clients? C'est vraiment essayer de comprendre quelle est sa base de risque, quels sont les événements redoutés, quelles sont les menaces contre lesquelles on va vouloir lutter. Et déjà, tout ça, ça va nous permettre d'avoir une matrice qui nous permet de définir des exigences de sécurité au plus juste niveau. Voilà. Et ce qu'on a vu notamment, c'est avec la crise sanitaire, où il y a eu pas mal de travail en home office, c'est les développeurs qui ne peuvent plus aller sur leur plateforme de dev, et donc on ouvre des accès sur Internet. Et là encore, est-ce qu'on a bien pris tout ça en compte? Surtout quand les chaînes de prod étaient on-prem dans les locaux de l'entreprise. Comment est-ce qu'on a sécurisé ça? Comment est-ce qu'on a géré ces accès-là? Est-ce que vous avez un petit retour d'expérience dans vos boîtes ou est-ce que vous avez vu des clients agir de certaines manières? Comment est-ce que vous l'avez abordé? Cette notion effectivement donc d'impact sur la sécurité et sur la conformité, évidemment, les deux sujets sont vraiment les deux sujets en parallèle. Donc sur cette partie, donc ce que l'on vit depuis 2 ans, le fait de travailler à distance, comme disait Thomas, de pas forcément avoir les plateformes. Est-ce que c'est des sujets aujourd'hui que vous avez eu à traiter? Est-ce que vous avez modifié certaines choses? Est-ce que vous avez adapté? Parce que là on parle de stratégie, de sécurité. Est-ce que vous avez adapté alors pour vous ou pour vos clients? Alors, bon, même si ça fait que quelques temps, j'imagine que vous étiez aussi dans des organisations précédentes. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des évolutions de ces stratégies de sécurité avec tout ce qu'on a connu depuis 2 ans? Juste, voilà. Merci. Merci. Et il y a eu 2 cas, en fait. Le client qui, de peur, avec le confinement, s'est dit « je me ferme complètement et puis je vais voir comment je m'ouvre ». Et puis, il y a eu le cas du client qui ne voulait pas s'arrêter, qu'il fallait continuer à avancer, qui a tout ouvert pendant quelques temps pour se rendre interconnecté, pour se rendre disponible et ainsi de suite. Donc, on a vraiment eu les 2 effets. Moi, en ancienne expérience, on était Pro 365 et ainsi de suite, les déploiements de Teams en urgence dans les entreprises, la migration 365 on en a connu pour offrir exactement, offrir de la connectivité et ainsi de suite. Et après, effectivement, monter des bastions parce qu'il fallait rendre le truc un petit peu étanche et vite disponible rapidement, de la machine de rebond dans Azure et tout ça. Ça, c'est effectivement les cas. Mais on a eu 2 scénarios de clients, je m'ouvre ou je me ferme. C'était un peu les deux. D'accord. Est-ce que sur le Teams, on a des gens qui interagissent, qui posent des questions? Non, tout va bien. Bon, ça va alors. Et je crois que tu voulais aborder un autre point, c'était comment est-ce qu'on peut adapter les politiques Zero Trust? Ah oui, le Zero Trust. Alors, le Zero Trust, bon, j'imagine que vous en avez entendu parler. Sinon, il faudrait être dans une cave depuis quelques temps. Donc, c'est vrai que ça, là, on parle de stratégie, de sécurité, d'accord? Donc, stratégie, la stratégie, donc c'est quelque chose que j'établis sur le long terme. Et après, je vais utiliser des tactiques pour être conforme avec ma stratégie. En principe, la stratégie, elle est définie, si tout va bien, dans une PSSI, au moins une politique générale de sécurité des systèmes d'information. Bon, c'est pas tout le monde qui en a. Et même des fois, il y a des organisations qui en ont, mais elles sont signées, pas appliquées, ainsi de suite. Donc voilà. Mais on s'est rendu compte que les stratégies qui étaient appliquées jusqu'à présent étaient plutôt basées sur ce qu'on appelle de la défense périmétrique. Et quand on regarde effectivement tout ce qui se passe depuis maintenant quelques années en termes
de techniques d'intrusion, ainsi de suite, on s'est dit, bon, la défense périmétrique, c'est plus possible, il faut passer à autre chose. D'où ce concept de Zero Trust. Alors, juste pour illustrer un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez vraiment le concept, mais ça permettra, on voulait faire un petit thème sur le sujet, là, pour expliquer ce qu'est en définitive le Zero Trust. Il y a une image que l'on a souvent lorsqu'on parle du Zero Trust. Alors déjà, on le compare à la défense périmétrique. Et le mieux pour en parler, c'est d'utiliser la notion de château fort et de l'hôtel. Le château fort, c'est le système de défense périmétrique. Donc en termes de sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un gros firewall à l'entrée, hein, donc le pont-levis. Et une fois que j'ai passé le pont-levis, globalement, ça y est, je suis dans l'enceinte du château. Alors éventuellement, je parle de périmètre, donc ça veut dire que le but quand même, c'est d'atteindre le donjon. Donc bien souvent, il y a une première cour, une deuxième cour, et puis après, il y a la troisième défense au donjon. Mais globalement, une fois que j'ai passé les portes, qui que je sois, je peux rentrer et j'ai réussi à pénétrer le système. Le Zero Trust, on va être plutôt dans le concept de type hôtel. L'hôtel, quand vous arrivez dans un hôtel, vous dites qui vous êtes et vous récupérez un badge. Et ce badge-là, vous allez pouvoir vous promener à peu près partout dans l'hôtel, mais vous allez être contrôlé en permanence par les caméras, par tout ça. Et surtout, votre badge, il va vous permettre d'ouvrir que votre chambre. Enfin, en principe. Et puis, si vous voulez aller à la salle de sport, eh c'est le badge que vous allez utiliser, mais pour aller à la salle de sport. Et puis, si vous allez aller au restaurant ou le matin au petit-déj, il va falloir soit présenter votre badge, soit dire que vous êtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, OK, vous avez passé la porte d'entrée, mais vous avez récupéré une identité. Sur cette identité-là, il y a la liste exacte de ce à quoi vous avez accès, et vous ne pourrez pas accéder à autre chose. Et ça, c'est la première chose. Mais en plus, vous êtes contrôlé en permanence. Et ça, c'est vraiment la notion de Zero Trust. C'est-à-dire que je ne fais plus confiance. Je pars du principe et j'assume complètement que mon système, il est faillible. Donc, là, on le sait, il est faillible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, systématiquement, je vais contrôler les identités, je vais contrôler les accès, je vais contrôler les applications. Et ça, là, du coup, ça veut dire que ce mindset, je le change complètement. Et là, du coup, les équipes sécurité, elles ont beaucoup de boulot à faire. Et là, la question que j'avais, qu'on souhaitait vous poser là-dessus, c'est, alors déjà, est-ce que le Zero Trust est arrivé jusqu'à vous ou à vos clients? Et voir, même, du coup, dans les applications, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi ou quelque chose que vous avez déjà commencé à implémenter? Peut-être commencer par monsieur de la banque. Non? Non, c'est bon. D'accord, ok. Vous avez une réaction par rapport à ça? Ou est-ce que déjà c'est quelque chose que vous avez appréhendé, que vous commencez à mettre en œuvre? Alors, soit du point de vue stratégie, parce qu'on a bien cette notion, soit directement du point de vue implémentation de solutions. Implémentation, on le voit de plus en plus arriver. Je prends le cas toujours d'Azure, mais 365 avec le MFA, Azure AD et tout ça. Et de plus en plus, on interconnecte les applications pour qu'on ait une authentification forte qui soit faite, quitte à avoir des cycles de recontrôle du MFA avec le smartphone pour se faire approuver ou ainsi de suite. Mais on commence à avoir cette tendance de plus en plus forte à arriver, moi, du moins dans mon métier, hein, dans tout ce qui est applicatif et environnement, quand on est dans cet écosystème-là. Ouais. La notion de Zero Trust est aussi basée sur ce qu'on appelle le besoin d'en connaître. C'est un terme légal hein, qui existe, qui est très diffusé. Le besoin d'en connaître, c'est je n'accède à une information ou à une donnée que si j'en ai réellement besoin. Donc ça veut dire que c'est justifié hein, par rapport à ce qui se faisait avant ou éventuellement, bon, j'avais un compte. Ce compte-là me permettait d'accéder à un serveur de fichiers. Sur ce serveur de fichiers, il y avait à peu près tout et n'importe quoi, mais du moment que j'avais accès au serveur ou au partage, tout ce qui était dedans, j'y avais accès. Dans la notion de Zero Trust, effectivement, on va s'appuyer sur cette notion de besoin d'en connaître. Donc, ça veut dire que je ne vais donner accès que réellement à ce dont les personnes ont réellement besoin. Alors, ça, sur le papier, c'est sympa. Par contre, hein, ça peut avoir un fort impact en termes d'organisation, de réflexion, parce que derrière, et là, on va rejoindre la notion de conformité, on va parler de classification. Donc, il faut vraiment identifier qui doit pouvoir accéder à qui et avec quel niveau d'autorisation. Donc, toute une démarche de classification à faire en amont. Et ça, pour l'avoir mené dans des organisations, ça peut prendre, comme on dit, un certain temps. Et puis derrière, il y a beaucoup d'accompagnement aussi au niveau des utilisateurs. Un peu ce qu'on retrouve dans ISO 27001, en fait, avec toute cette
requête de savoir la classification de la donnée, comment on la traite, comment on fait les politiques de revue d'ACL et ainsi de suite, pour justement travailler tout ça. Mais ça, je vais dire qu'aujourd'hui, ça devient limite un standard, en fait. Alors, pas encore, mais ça doit le devenir, en fait. Oui, alors ISO 27001, normalement, voilà, c'est une norme standard qui est assez diffusée. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure quand on va parler des solutions à notre disposition à Microsoft, puisque voilà, on va retrouver, dans 365, si vous connaissez le portail conformité, vous avez un score qui vous dit, et puis vous êtes capable de sortir un rapport pour savoir si vous êtes conformiste, si vous êtes conforme 27001 ou pas. Moi, je voulais redonner un peu de contexte à l'histoire là du château fort et de l'hôtel. Bien sûr. Je prends en exemple les applications dans la banque, comment ils travaillent. Donc, de première partie, on a tout ce qui est role-based access control. Déjà, avant même ça, pour avoir accès aux applications, il faut se connecter par VPN, donc probablement au réseau d'entreprise. Donc, d'une partie, on va dire, c'est la première porte d'entrée, mais du moment où on est arrivé, on a pu s'authentifier et on sait qui on est, il y a la partie de role-based access control où on va connaître l'utilisateur et quelles sont ses permissions et lui assigner certains rôles qui lui donneront certaines permissions. Et en fait, on revient à l'histoire de la carte, c'est que de base, tu ne peux pas, par défaut, tu n'as aucun rôle, rien assigné, tu n'as pas de permission. Et du coup, du moment où tu demandes les accès, il va y avoir une vérification de ton identité, est-ce que tu as bien le droit d'avoir accès. Et par contre, je pense que ce serait intéressant de donner des accès plutôt sur une durée limitée. Comme ça. Exact. Donc ça aussi, effectivement, c'est important. Donc cette notion alors on va parler soit de gestion des privilèges, soit d'élévation des privilèges, mais on va toujours effectivement essayer de le limiter dans le temps. J'avais un dernier petit point, là c'est un retour d'expérience d'un client pour raconter ce qui s'est passé sur cette notion ici de zéro trust, de défense périmétrique et du coup de non-confiance. Donc client Office 365 Azure, d'accord, avec l'accès conditionnel, avec le MFA, avec tout un tas de choses, sauf qu'il y a un compte qui s'est fait avoir. D'accord. Et le problème, c'est que ce compte-là, il avait des droits sur une souscription Azure. Donc, il n'était pas admin nuit tenante, il n'était pas fort privilège côté 365, sauf que sur Azure, mais il avait un droit contributeur sur une des souscriptions. OK. Bon. Les gens, ils sont passés par là et ils ont installé des VM de malades pour crypto... pour miner à fond pendant un mois, puisque alors là, problème de gouvernance, pas de gestion de budget, ainsi de suite, alors que dans Azure, c'est quand même, voilà, donc pas d'alerte, rien du tout. Je vous laisse imaginer le montant de la facture à la fin du mois. Ouais. Et là, on est vraiment sur cette notion-là de défense, parce qu'en gros, ok, j'ai passé le pont-levis sur Azure, et après, comme on dit, yalla, quoi, on y va. Donc voilà. Donc ça, c'est super important, parce que, voilà. Et effectivement, donc sur cette notion de conformité aussi, voilà, on parle de stratégie, et la stratégie doit s'élaborer en fonction des risques, et ensuite, il faut s'assurer qu'on soit toujours conforme avec cette stratégie. On avait un dernier sujet, c'est ça? Ouais, et puis même avant, en fait, tout ce qu'on a dit, ça revient à mettre en place ce qu'on appelle un Secure Development Lifecycle, SDL ou SDLC, ça dépend. Ça revient à faire du DevSecOps, tout ça, c'est un peu les mêmes choses. Et en fait, nous, on s'est pas mal focalisé. On a montré donc la partie bleue, tout ce qui est formation, sensibilisation. En fait, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, il y a très peu de développeurs encore, malheureusement, qui, comme vous le disiez, prennent la sécurité dès le début. Donc, il y a de la sensibilisation à faire, énormément, puisque, après, on le voit, dans la deuxième flèche, c'est directement au niveau des exigences. Alors, si vous développez en cycle en V, je ne sais pas si ça se fait encore, ou de manière agile, c'est au début du sprint, quand on va définir quels sont les objectifs, que là, on va également réfléchir aux fonctions de sécurité à implémenter en parallèle aux fonctions qu'on va rajouter. Et de ça, pareil, on va en découler tout le reste. C'est quels sont les process que je vais mettre en place. Ça, normalement, c'est au début du projet. Mais également, quels sont les contrôles que je vais faire. Et quels sont les outils que je vais utiliser. Parce qu'en fait, quand on veut faire du DevSecOps ou du SDL, le but, c'est d'avoir des process et également des outils. Voilà. Et c'est des choses qui se font indépendamment de toute plateforme, indépendamment de tous outils. Il y en a des très bien chez Microsoft, il y en a d'autres ailleurs aussi.
va pas en parler. Mais voilà, c'est vraiment agnostique de tout, c'est juste des bonnes pratiques à mettre en place et des outils à utiliser. Des outils pour faire de l'audit récurrent, pour aller checker des vulnérabilités à l'intérieur, pour vérifier, on va parler de conformité juste après, mais qu'on n'a pas laissé de mot de passe, on n'a pas laissé de clé intérieure du code, qu'il n'y a pas des liens, comme tu disais, après vers des tenants dans le cloud. Effectivement, on a des clients qui oublient. Alors, je vais juste rebondir sur un mot que tu as utilisé et que j'emploie très souvent. Effectivement, c'est la notion de bonne pratique, mais je vais beaucoup plus loin. Moi, j'appelle ça le BSP, le bon sens paysan. C'est en définitive la sécurité. Déjà, ça part. C'est une question de bon sens. D'accord. Donc, effectivement, oui, dans le code, j'espère que vous l'avez tous appris. Enfin, je ne vais pas laisser des mots de passe en clair, quoi. Mais c'est qu'une question de bon sens. Et bien souvent, on se rend compte que dans la sécurité, voilà, si j'applique cette notion de bon sens et que je réfléchis un petit peu, déjà, je vais monter mon niveau de conformité et mon niveau de sécurité. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà, moi j'utilise souvent cet acronyme-là. Je ne sais plus d'où il me vient, mais je trouve que c'est assez révélateur. C'est qu'une question de bon sens déjà au départ. Alors après, on a des techniques, des outils, tout un tas de choses. Et donc justement, est-ce qu'on a des solutions chez Microsoft? Bien sûr. On a un certain nombre de solutions. Ah, pardon, il y a une question. Excusez-moi. Effectivement, là, par rapport surtout pour les développeurs, par exemple, hein, c'est quelque chose, on a parlé du training, où effectivement, c'est parce que ça doit faire partie d'un état d'esprit, au final, d'une philosophie, d'une culture, où la sécurité, voilà, comme on a dit, hein, c'est le dernier truc à la fin, où c'est comme de la réduction de la dette technique, on se rend compte que au final, on n'a pas implémenté une bonne architecture, etc. Et puis on regarde les failles derrière, et puis ça nous coûte plus cher parfois que builder un projet. Et par exemple, je travaille sur des projets où il y a SonarCube, par exemple, qui derrière, voilà, il y a des règles de gestion sur les bonnes pratiques qu'on va implémenter, sur la sécurité, où du coup, on va bloquer, par exemple, le déploiement d'une application si on ne respecte pas certaines... Ouais, si elle n'a pas passé les tests ou autre. Exactement. Du coup, je pense que c'est des choses que les entreprises doivent de plus en plus implémenter, être exigeants là-dessus, parce que effectivement, il y a pas mal d'entreprises qui ont vu leurs logiciels et leurs applis, leurs data partir loin, et ça, à cause de petites erreurs, au final. Voilà. J'espère que c'était clair. Merci pour ce retour. Donc il nous reste 2 minutes. On va passer donc effectivement au dernier sujet. Le dernier qui est la conclusion en fait. Hein. On l'a vu, donc c'est des bonnes pratiques, du bon sens paysan. Et après des outils, mais le bon sens paysan, ça peut s'implémenter dans un certain nombre d'outils. Donc aujourd'hui chez Microsoft, on a toute la partie qui est côté GitHub, qui est vraiment pour le code. Donc dans GitHub, il y a une formule qui s'appelle Advanced Security, qui va permettre d'avoir tout plein de contrôles supplémentaires. Donc on en parlait, qui va rechercher tout plein de choses à l'intérieur du code, qui va vérifier vos bibliothèques, qui va vérifier un certain nombre de règles de codage. Et tout ça, ça va pouvoir générer des alertes automatiquement, mais vous pouvez également implémenter votre propre politique de sécurité, donc vos mesures de conformité à l'intérieur. Donc ça, c'est GitHub Advanced Security, et GitHub Advanced Security, ça se connecte aussi aujourd'hui à Microsoft Defender for Cloud. Je crois même également que toi, tu l'as déjà connecté, oui, tout à fait. Donc, à Sentinel. Ouais, je suis pas mal intervenu sur Sentinel, donc le SIEM et SOAR. On peut faire aussi de l'automatisation avec Sentinel, avec Microsoft Sentinel maintenant, c'était Azure Sentinel. Donc oui, on peut connecter tout un tas de choses. Donc, et entre autres, il y a un connecteur qui existe pour GitHub si vous utilisez GitHub. Ce connecteur-là qui est disponible donc, du coup soit sur le GitHub de Microsoft, vous allez, le connecteur est là, mais maintenant directement dans Sentinel, vous avez la possibilité de le déployer et ça va aller récupérer les logs côté GitHub. Alors il faut avoir le niveau d'abonnement qui va bien pour récupérer ces logs-là, mais ça va vous permettre de dire, attention, là, d'un seul coup, j'ai un pic de commits qui ont été faits, donc je vais déclencher une alerte. Mais effectivement, donc c'est intéressant de pouvoir analyser ça. Et puis le dernier point, effectivement, c'était toute la partie Purview. Donc, c'est tout ce qui est compliance chez Microsoft. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais a été renommé Purview. Donc, on va retrouver ça
dans 365. On va retrouver ça dans Azure et on va le retrouver aussi dans toute la partie. Ce qui est très sympa, si vous externalisez votre chaîne de dev, que vous avez des prestataires, vous pouvez suivre du coup qui accède aux fichiers, au code, vérifier que ça ne fuite pas, que ça ne part pas n'importe où. Voilà. Je pense qu'on est arrivé au bout, on est pile dans les temps. Voilà, donc on est. Voilà. Alors, un grand merci pour votre participation, parce que c'était vraiment le but d'avoir cette table ronde. Hein. C'est toujours super intéressant d'avoir les retours de tout le monde, les contextes clients. Est-ce qu'on avait des questions dans le Teams ou toujours pas? Les gens sont à la sieste, donc c'est pas grave, on va les laisser. C'est la digestion. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation et puis à une prochaine session. Merci beaucoup. Merci.